Il n'y a pas tout ce qui est commentaires négatifs, il n'y a pas toutes les bad news, etc. qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. L'objectif de la plateforme, c'est vraiment de rester sur un univers sain. On vient s'inspirer, on vient chercher de bonnes choses pour rester sur cet univers positif. Et ils ont poussé la chose avec l'IA où justement tu peux, en fonction de ta teinte de peau, avoir justement des mannequins qui sont exactement sur la même teinture de peau que toi. Pareil au niveau de la corpulence, tu peux vraiment manager ça et identifier sur quel type de corpulence la personne est. Il faudrait vraiment avoir cette inclusivité au niveau de la plateforme pour justement avoir un feed qui est vraiment personnalisé. Salut Luc, trop content de t'avoir sur le podcast. Bienvenue, comment vas-tu? Merci Danilo, vraiment super ravi de faire ce podcast avec toi. Je vais super bien et toi, la grande forme? La grande forme, comme toujours quand je fais un podcast avec un expert et que je vais parler de cette fois-ci de Pinterest Ads, un sujet qu'on a abordé il y a 2 ans sur le podcast avec Nathalie Delot. Et à l'époque, il m'avait parlé de sa vision de Pinterest sur le point de vue organique et un peu de la partie publicitaire. Mais c'était il y a 2 ans et comme tu sais, ça évolue toujours assez vite. Et je voulais en fait t'avoir parce que déjà, je te vois de plus en plus sur LinkedIn. Je t'ai entendu sur d'autres podcasts et je sais que tu as de plus en plus une expertise D2C avec tes clients et je voulais avoir aussi ton point de vue sur Pinterest et sur la plateforme Ads et les best practices pour nos e-commerçants qui nous écoutent. Donc voilà pourquoi je fais appel à toi sur le podcast. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que tu puisses peut-être te présenter à l'audience, nous dire un peu qui tu es et quel est ton parcours entrepreneurial, nous parler de ton agence également, avant qu'on parle de Pinterest et des ads. Ouais, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et ouais, le but là, c'est que vraiment, je puisse vraiment dégrossir la chose parce que c'est vrai que Pinterest, c'est une plateforme qui est un peu moins connue comparée à Google, Meta, etc. Et c'est vrai qu'on entend forcément un peu moins parler. Mais du coup, pour en revenir à mon parcours, donc moi, je me suis lancé sur Pinterest il y a 4 ans. À l'époque, j'avais un business d'affiliation dans la thématique de la santé et je sentais qu'il y avait du potentiel parce que c'était quelque chose qui était bien exploité aux États-Unis, mais pas du tout en France. Et à l'époque, Pinterest, c'était vraiment une plateforme où il y avait que de l'organique. La partie ads n'était pas arrivée. Elle est arrivée juste l'année où j'ai démarré de mon côté. Mais j'ai vraiment démarré sur la partie organique. Je suis arrivé à craquer le code avec des épingles qui ont fait plusieurs millions de vues, etc. Et là, je me suis dit, ok, il y a du potentiel, c'est assez intéressant, ça marche pour mon business. Bon, à l'époque, je générais juste quelques centaines d'euros par-ci, par-là. Mais le truc, c'est que j'avais vraiment cerné qu'il y avait du potentiel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le proposer à des entreprises. Donc, j'ai démarré avec plusieurs coachs en infoprenariat comme David Laroche, Chloé Bloom, etc. à les accompagner sur Pinterest en organique. Et après, Pinterest, j'ai senti qu'il y avait un mouvement à prendre sur la partie shopping et e-commerce particulièrement. Du coup, ça s'est fait petit à petit, où derrière, on a pu accompagner des marques de plus en plus grosses, des DNVB, et maintenant certaines grosses boîtes, comme les magasins But, par exemple, mais toujours verticalisées sur Pinterest. Donc, j'ai monté une agence qui s'appelle Pinads, où on fait uniquement du Pinterest. On ne propose pas d'autres services, que ce soit Google, Meta, TikTok. On est vraiment verticalisé là-dessus, et c'est ça qui fait notre force pour justement driver un maximum de ventes pour nos clients. Super clair. Donc, du coup, maintenant, tu es orienté performance et e-commerce avec tes clients. Est-ce que tu peux justement nous parler de Pinterest en tant que plateforme? Qu'est-ce que ça donne actuellement? Est-ce que tu peux nous présenter également la plateforme, les enjeux, avant qu'on se concentre plus sur la partie Bien ads? sûr. C'est important vu qu'elle est assez différente de Meta. Et je pense qu'on a pas mal qui confondent Pinterest comme un réseau social alors que c'est aussi un moteur de recherche. Yes, carrément. On va démarrer par ça. Ouais, du coup, la première spécificité, c'est que c'est vraiment un moteur de recherche. On s'apparente plus à un Google Images amélioré qu'un Facebook ou un TikTok. Donc, toute la partie interaction, elle est moins importante avec les épingles, donc les contenus images et vidéos sur la plateforme. On est plus en train de scroller pour chercher des idées et de l'inspiration pour améliorer son quotidien de manière générale. Donc, ça peut passer par trouver différentes idées dans différentes thématiques, on y viendra juste après, mais principalement on est vraiment sur cette phase-là d'inspiration. On a des personnes qui savent pas exactement sur quel type de produit partir, mais qui ont des idées vagues, et du coup Pinterest sert à justement faire de la recherche visuelle. Donc on va naviguer entre différentes épingles pour voir ce qu'il nous faut. Donc par exemple, on veut acheter, admettons, une femme veut acheter un nouveau sac à main. Elle sait pas exactement sur quel type de sac à main partir. Elle va pas taper sur Google un mot-clé très précis avec le mot-clé plus le nom de la marque, admettons sac à main Dior. Elle va taper typiquement sac à main noir luxe, admettons. Et on est vraiment sur de la requête un peu plus large. Et le but, c'est qu'elle trouve une épingle qui lui plaît, donc une image de sac à main qui lui plaît, ou une vidéo. Et derrière, avec ce sac à main-là, elle va en trouver d'autres et d'autres pour vraiment arriver sur le sac à main parfait qu'elle va pouvoir acheter. Parce que c'est ça la force de Pinterest, c'est que derrière chaque image ou vidéo, il y a toujours un lien de redirection qui pointe vers un site. Et que ce soit sur la partie organique et publicité. Donc ça, c'est une overview de la plateforme sur la méthode de fonctionnement. Après, en termes d'audience, il y a une majorité de femmes sur Pinterest. Historiquement, on était sur plus de 80% de femmes.
Ouais, Il y j'avais a de plus en entendu. plus d'hommes qui arrivent sur la plateforme. Là, on est entre 60 et 70% de femmes encore et la part d'hommes qui augmente d'année après année. Globalement, en termes d'audience, ce qui est intéressant, c'est que c'est une audience qui est quand même assez qualifiée, assez CSP+, où on a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans. Donc, globalement, ça se ressent au niveau e-commerce, où on a souvent des paniers moyens qui sont un peu plus importants que sur des plateformes avec une audience plus jeune, comme TikTok, par exemple. En termes de spécificité d'audience, on est là-dessus. Et surtout, il y a 97% des recherches qui ne contiennent pas de nom de marque. Donc, comme je l'ai dit pour l'exemple du sac à main, les personnes tapent pas de nom de marque. Donc, une marque de sac à main peut se positionner aussi bien à côté de très grosses marques comme de luxe, sans avoir un positionnement qui est le calibre d'une grande marque qui dépense des millions à l'année sur toutes les plateformes. Donc, c'est une des autres forces de la plateforme. Ok, je comprends. Et question rapide, là, tu connais un peu le nombre d'utilisateurs total sur la plateforme actuellement, mensuel et journalier? Alors, c'est plus en mensuel qu'on a les stats journaliers. Le truc, c'est que Pinterest, c'est utilisé souvent sur des grosses sessions. C'est pas comme un réseau social où on va vouloir. Il n'y a pas de partie messagerie, même sur Pinterest, où elle est très peu utilisée en tout cas. Ah, ok. Les utilisateurs utilisent la plateforme de manière différente plusieurs fois par semaine, mais c'est souvent des temps de session qui sont plus longs. C'est vraiment le soir quand ils ont du temps justement qui sont plus dans une notion d'introspection et pas forcément centrés vers les autres. Donc en termes d'utilisateurs en France, on est sur 18 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France, donc ce qui est quand même pas mal. Et dans le monde, on dépasse les 420 millions. J'ai plus le nombre exact, Ouais, avec une majorité des utilisateurs aux États-Unis. ok, d'accord, ça fait comme une belle audience. Surtout en France, je m'attendais pas à un nombre aussi élevé, 18 millions. Je pense que sur Facebook, Instagram, ça doit être un peu plus de 40 millions, si je dis pas de bêtises. Peut-être. Mais voilà, c'est C'est pas non plus ça. 10 fois, 5 fois moins, c'est plus 2, 3 fois moins, quoi. 2 fois C'est et ça. demi. Après, c'est une fréquence d'utilisation qui est un peu différente. Et après, en top marché européen, on a le marché allemand numéro 1 en termes d'audience qui dépasse les 20 millions. Ouais, France et UK en numéro 2, ils sont à peu près côte à côte en termes de volume ouais. d'utilisateurs. Et après, on a Espagne et Italie. Ok, d'accord. Et là, tu disais que les utilisateurs étaient vraiment dans des sessions peut-être un peu plus longues et qu'ils étaient plus en train de faire de la veille quand ils ont un projet, par exemple acheter un nouveau sac à main, refaire sa cuisine, et qui vont passer un peu de temps à faire leur board, qui vont faire des recherches, pas forcément faire des recherches de marque, qui vont épingler justement des épingles à leur board, et que toi, tu peux te positionner avec directement ta marque parce qu'il n'y a pas forcément une recherche de marque. Tu as donné l'exemple des sacs à main. C'est quoi les thématiques les plus populaires sur Pinterest actuellement et qui Alors, performent le mieux surtout? donc historiquement, Pinterest a vraiment été créé de base pour tout ce qui est décoration. De base, le fondateur, il a créé Pinterest pour justement classer les idées de déco. Il y a beaucoup de personnes qui créent des tableaux en fonction des pièces de la maison. Donc, une personne qui achète un appartement, admettons, elle va créer un tableau salle de bain, un tableau Ouais. cuisine, salon, etc. Donc ça, c'est la déco en numéro 1. Donc là-dessus, en termes de performance, c'est vraiment assez énorme, quelle que soit la gamme de produits, aussi bien sur des produits pas forcément très à étiquette. Nous, on vend énormément de canapés avec but, par exemple, ça marche super bien. Et également sur du high ticket, sur des produits à plusieurs milliers d'euros, on a une audience qui est quand même assez qualifiée. L'audience même de l'art de manière générale, donc des personnes qui sont très CSP+, naviguent beaucoup sur Pinterest avec de la recherche visuelle, encore une fois. Donc décoration en numéro 1 en termes de thématique, pour revenir Ok. à la question. On a la mode en numéro 2. Et la beauté en numéro 3. C'est vraiment les top 3 thématiques. Et après, il y a plein de sous-thématiques. Tu as parlé de la cuisine juste avant. Donc ça, c'est une thématique qui marche bien. Tout ce qui est objet personnalisable, de manière générale, tout ce qui est personnalisable sur Ouais, Pinterest, ça DIY. marche bien. Ok. Exactement. Ouais, do it J'avais yourself, entendu. exactement. C'est vraiment top. On a quoi d'autre? Le jardinage, qui est une grosse audience. Les bijoux, avec des comptes, même Ouais, Tiffany on Co, a. etc. C'est des comptes qui marchent très très bien. Et après, on a après, il faut penser surtout en termes d'audience, que nous, on accompagne des clients comme Spring, typiquement, où on est sur de la lessive. Mais en fait, le truc, c'est qu'on veut surtout cibler la jeune mère de famille, les jeunes parents, et c'est l'audience de Pinterest. Et du coup, en termes d'audience, quand on a une audience qui match entre le site e-commerce et Pinterest, des fois, on sort sur certaines thématiques des thématiques qui sortent du lot, pas uniquement de la déco, de la mode, etc. Ouais, Et je ça vois. fonctionne également très bien. C'est surtout en termes d'audience qu'il faut penser. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple de Spring, du coup, tu vas cibler les personnes qui s'intéressent L'aspect routine.
En fait, Spring, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur la personne qui veut justement améliorer son quotidien, automatiser un peu cette partie-là en ayant une approche éco-responsable. Donc Spring, qui sont des lessives qui sont reçues en boîte aux lettres, du coup à une fréquence qu'on détermine, etc. Donc là-dessus, on mixe cette audience-là qui est CSP+, avec cet aspect où on joue vraiment sur l'aspect routine. Il y a Dijo également, les compléments alimentaires, ça marche bien sur Pinterest parce que on cible du coup une audience qui est vraiment là pour améliorer son quotidien, qui est prête à mettre le prix. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent des idées de recettes, etc. Donc c'est des mots-clés sur lesquels on se positionne. Quand une personne qui tape certains mots-clés, on peut les recibler derrière sur des compléments alimentaires. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des sous-catégories comme ça qui sont top. J'ai un très bon client dans les compléments alimentaires qui est déjà venu sur le podcast, donc c'est NutriPure, donc je vais pas hésiter à en parler. Ouais, carrément. Parce que tu sais, eux, ils ont une belle gamme de produits pour des recettes de cuisine avec à base de whey ou à base de patates douces ou d'autres choses comme ça. Ils ont énormément de formats qu'ils mettent sur les réseaux et qui marchent bien, donc je vais clairement leur en parler. Donc là, tu as l'air de me dire que ça marche bien et que tu te positionnes sur ces thématiques-là avec ces clients, donc les fameuses routines dont tu parlais. C'est ça. Okay. Et là, du coup, sur Pinterest, pour entrer un peu plus dans le détail, il y a une option de un peu triple ciblage. Donc, on a le ciblage par mots-clés. Donc, c'est ce qui est super intéressant pour des marques dans les compléments alimentaires, par exemple, où on se positionne sur des mots-clés très spécifiques. Donc, on arrive sur de l'intention. On a un ciblage par centre d'intérêt, un peu comme Meta, un peu plus large. On peut faire du broad aussi. Okay. Qui est de plus en plus performant d'ailleurs par rapport aux années précédentes, même s'il est beaucoup moins performant que Meta encore. Et on a les campagnes shopping. Donc ça, c'est vraiment top pour des acteurs qui ont un catalogue produit assez large, plus de 50 produits de manière générale. Et là, c'est souvent du placement qui est assez automatique, mais dans le fil de l'actualité, ça se retrouve souvent dans les premières positions. Et on est encore une fois sur de l'intention qui est très, très importante avec de la recherche visuelle. Ok, très intéressant. Justement, tu parlais de certaines marques. Pour toi, c'est quoi un peu les marques qui cartonnent le mieux sur Pinterest? Donc, est-ce qu'on est toujours sur des marques tu parlais de panier moyen également, tu as parlé de Dijo, de Spring. Est-ce que tu as des exemples, on va dire, de typologie de marques qui marchent bien et en fonction de leurs produits, de leur panier moyen? Bien sûr. Voilà. Alors, dans la déco, les top marques, on a Leroy Merlin, Maison du Monde, La Redoute, But, Conforama. Globalement, c'est des comptes qui sont vraiment top et vraiment géniaux sur Pinterest. C'est les plus gros. Après, il y a plein de sous-comptes qui sont également très bien travaillés. Dans la mode, on a quoi? On a toutes les marques de mode de manière générale, Lacoste, admettons, qui fait un très beau travail, Ralph Lauren, toutes ces marques marchent super bien, et les marques aussi également qui ciblent du coup H&M, etc., qui sont sur une audience vraiment également très très axée féminin, ça marche fort. Beauté, on a Sephora qui est un des plus gros comptes sur Pinterest. J'ai fait une étude de cas sur ma chaîne YouTube là-dessus, c'est un des comptes qui est le plus travaillé dans la thématique de la beauté avec des produits très variés. Bijoux en high ticket, Tiffany & Co, justement, j'en ai parlé juste avant, mais c'est quelque chose qui est des produits high ticket, fiançailles, etc. Les personnes sont vraiment prêtes à mettre le prix. Et également, ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est qu'on vient souvent pour des moments de vie. Bon, on a parlé d'un réaménagement sur un appartement, mais également pour un mariage, pour la naissance d'un enfant. On a vraiment cette catégorie-là de personnes qui viennent pour planifier un événement futur qui va arriver dans leur vie. Et c'est quelque chose sur lequel on a énormément de performance aussi, sur de la recherche précise en termes de mots-clés. Donc voilà, je parlais de Tiffany & Co. Et après c'est plein de sous-thématiques et il y a plein d'autres comptes. Peut-être une question, alors, est-ce qu'il y a une bibliothèque publicitaire sur Pinterest? Là, je dis peut-être une question bête, peut-être que les personnes de mon équipe le savent, j'ai l'impression que non. On va sur des outils tierces, comme Minea, etc. Le truc, c'est que Pinterest ne l'ont pas dévoilé publiquement, ils en ont une en interne, mais pas publique. Du coup, on n'hésite pas à solliciter les account managers pour qu'ils nous envoient des créations similaires, mais globalement, non, c'est pas encore visible pour l'instant. Ça, c'est très embêtant, c'est-à-dire que si tu veux, c'est les marques qu'on a vues, si tu veux vraiment les voir sur Pinterest, tu es obligé d'aller sur leur site web pour voir un peu leur publicité. C'est ça, ou après utiliser des outils tierces. Nous, on utilise Pin Inspector. C'est un logiciel qui permet justement d'identifier les épingles qui ont été le plus épinglées dans les tableaux des utilisateurs. Donc ça veut dire que souvent que c'est des épingles qui sont sponsorisées en ads, donc on peut vite voir les top créa. Minea aussi le fait, même si Minea c'est un peu moins performant. Donc il y a les outils tierces comme ça. Et après, ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est que vu qu'il y a quand même moins de concurrence, etc., on peut tomber quand même rapidement sur les top créas en tapant certains mots-clés, vu qu'on est sur un moteur de recherche. Ok, d'accord. Ok. C'est vrai que il y a 2 ans, quand j'avais parlé avec Nathalie, elle me disait que Pinterest intégrait de mieux en mieux à Shopify. Est-ce qu'il y a des évolutions à ce niveau? Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire ton catalogue assez facilement de
Shopify à Pinterest, il y a des belles intégrations. Mais tu sais, tu as aussi la partie API de conversion, Pixel. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est aussi simple, on va dire, pour les Mais il annonceurs? y a 2 ans, c'était à peu près à ce moment-là où justement il y avait la transition de l'application Pinterest Shopify qui arrivait. Donc cette application, elle est vraiment cool parce qu'il y a toute cette partie server-side du coup qui est installée automatiquement. Ah, ok, Il y a tout le catalogue produit qui se plug, possibilité d'être commerçant vérifié, donc d'avoir l'encoche bleue à côté de son compte Pinterest qui certifie justement qu'on est vraiment sur le compte propriétaire de la marque. ouais. Et en fait, c'est un peu un tout en un. Donc, dès que c'est bien plugué, ça se fait vraiment en quelques clics. Ça évite donc les problèmes de tracking, les problèmes sur le flux shopping, etc. Donc, ils ont fait des bonnes avancées là-dessus et l'appli est bien fonctionnelle. Et nous, on a 50% de nos clients à peu près qui sont sur Shopify. Et c'est sur ces 50% de clients, la majorité sont sur l'app. Après, il y a une grosse partie quand même qui sont sur GTM, server-side. Ouais, Ça j'allais dire fonctionne GTM également super bien. server-side. Donc, tu as quand même besoin, enfin, le GTM server-side est quand même bien plus fonctionnel. Enfin, c'est logique finalement. Donc, C'est plus maniable, ouais, c'est sûr. maniable. Donc, c'est comme Meta. On va dire que c'est comme Meta, ça s'intègre bien, mais si tu veux Franchement, aller ouais. plus loin, tu as besoin d'un server-side pour le tracking. Mm. Ok. Et j'ai une dernière question avant de vraiment parler de la partie publicitaire, c'est est-ce que pour faire de la publicité sur Pinterest, est-ce que tu as besoin d'avoir une bonne présence organique? Parce que j'ai déjà eu des marques qui m'ont dit, ouais, on veut faire du Pinterest, mais on aimerait bien d'abord développer notre compte en organique avant de lancer des campagnes. Ça aide vachement. Après, pas forcément. En fait, il y a organique et il y a juste poser l'image de marque. Ce qui est vraiment dangereux, c'est juste de faire de la publicité sans Ouais. avoir aucun tableau de créé, sans avoir d'épingle à l'intérieur de tes tableaux, une image de marque propre de l'extérieur sur Pinterest. Ça, c'est pas forcément optimal. Après, pas besoin d'avoir une fréquence organique importante à publier plusieurs épingles par jour en continu pour vraiment avoir... Le delta, en fait, il est vraiment important entre de passer de Ouais. 0 à 1, mais une fois qu'on a vraiment l'identité de marque, et ça, c'est vraiment important. Nous, on lance pas de publicité avant d'avoir travaillé cette image de marque. Ouais. Mais après, pas besoin de se mettre des gros targets sur la partie organique si c'est pas un objectif de la marque. Mais par contre, il y a du potentiel aussi là-dessus, sur la partie organique. Ouais, il y a du potentiel, bien sûr, sans payer. Mais du coup, est-ce que tu as quelques conseils à donner pour les marques qui, justement, ils n'ont pas de compte Pinterest, ils aimeraient justement avoir cette identité de marque avant de faire de la publicité pour, on va dire, rapidement le faire ou bien le faire? Quelques conseils sur comment lancer les bonnes épingles? Est-ce qu'on peut recycler du contenu existant? Ou est-ce qu'il faut avoir C'est peut-être ça. un expert community manager qui le fait au départ? Alors, en termes de 80-20, pour être efficient au démarrage, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de recycler un maximum le contenu. Donc, ça passe au démarrage par créer différents tableaux. Donc, les tableaux, c'est les catégories qu'on a dans Pinterest. Donc, admettons, je prends l'exemple de But, qui est un site dans la décoration. C'est assez facile pour expliquer. Donc, Ouais. But, il propose à la fois du coup, des canapés, des meubles télé. Il propose des tapis, il propose par univers de chambre, enfin la partie chambre, des pièces de la maison également. Donc le but, c'est de trier et de classer et d'ajouter des tableaux en fonction des catégories qui sont présentes sur le site. Donc là, au démarrage, je recommande d'avoir au minimum 6 à 8 tableaux, on est à peu près là-dessus au minimum pour vraiment avoir quelque chose de bien solide. Et à l'intérieur de ces tableaux, du coup, on a des épingles, que ce soit des images, des vidéos, des carousels, pour justement fournir le compte. Et là-dessus, je conseille d'en avoir entre 10 et 15 au minimum. Donc le but, c'est d'avoir entre 6 et 8 tableaux. Et à l'intérieur de ces tableaux, entre 10 et 15 épingles au minimum, pour que les personnes puissent naviguer dans les tableaux, parce que le but, c'est que les personnes s'inspirent. Il faut qu'ils arrivent à s'inspirer dans le compte. Donc, c'est pas avec une ou deux épingles que ça va être possible. D'accord. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu crées ton propre univers, tu prends un peu le temps de le faire en fonction de Exact. ce que tu veux raconter sur ta marque et sur tes produits. Et ça, tu le fais tout ça d'un seul coup, ou tu fais peut-être un tableau par semaine. Enfin, comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Au démarrage, il y a une possibilité de le faire d'un seul coup pour lancer les ads assez rapidement. Oui. Et après, dans l'idéal, nous, on publie de manière continue sur les comptes Pinterest pour qu'une personne qui voit la publicité, justement, elle puisse voir qu'on est sur un compte actif. Donc, avoir une fréquence de publication de une ou plusieurs épingles par jour, c'est recommandé. Ok. Tout dépend des volumes de dépenses. Après, si on dépense moins de 100 € par jour, c'est pas forcément obligatoire. Quelques publications par semaine, ça suffit. Mais dès qu'après, il y a une notion de scaling, ça devient assez important parce qu'on va toucher beaucoup de personnes qui vont aller sur le compte Pinterest aussi. Ouais, être vraiment actif, parce que c'est ça, c'est tu découvres la marque sur Pinterest, tu as envie d'aller voir un peu ce qui se passe sur le compte en organique pour être assuré, voir un peu c'est quoi l'univers, parce que tu fais pas forcément des marques que tu connais, parce que tu fais de l'acquisition, donc il faut logiquement le remplir au fur et à mesure et montrer que c'est actif. Et est-ce que justement on peut récupérer des épingles sponsorisées et les mettre en organique? Est-ce que c'est une bonne pratique ou pas du tout? Parce que tu vois, sur Meta, les théâtres, tu les mets pas du tout en organique, en tout cas c'est rare. Ben ça, en fait, l'avantage de la plateforme, c'est que on a une durée de vie des épingles qui est assez importante. On est encore une fois sur un moteur de recherche où
quand on voit une courbe d'impression et de volume d'impression sur une épingle pure. Ce qui se passe souvent sur TikTok, c'est que ça peut être un pic très instantané avec de la grosse viralité. Sur Pinterest, c'est assez croissant. C'est comme du SEO où ça met du temps à se référencer. Et c'est des courbes qui sont assez croissantes. Donc là-dessus, il y a une vraie possibilité. Nous, on a des ads qu'on a stoppé, on a mis dans des tableaux organiques, ça performe bien. Et ça se fait dans l'autre sens également. Des épingles organiques, on voit qu'elles prennent bien. Souvent, c'est des bons bangers en ads, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Ouais, donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Nous, c'est plus dans un sens sur Meta, c'est que tu te dis, voilà, ce réel-là marche bien sur Instagram, on va le booster. Un post, on le fait encore un peu, mais c'est plus rare. Mais c'est vrai que là, reprendre des réels, c'est une stratégie gagnante qui est hyper facile. Donc des réels organiques, je dis bien. C'est vrai. Ok. Et dernière petite chose sur la plateforme en organique, la vidéo, ça donne quoi? Comment ça évolue ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des trucs à faire à ce niveau-là pour les épargner? Tout dépend des typologies de produits. Dans la beauté, typiquement, c'est top. Dans le sens où on peut montrer des avant-après, on peut vraiment travailler sur des créas UGC, etc. Dans de la décoration, typiquement, c'est vraiment pas un format vraiment phare. Le statique et le carrousel dépassent ça. Donc là-dessus, vraiment tout dépend des thématiques. Quand on est vraiment sur de l'inspiration visuelle pure, du statique suffit. Quand on arrive à comprendre et à cerner le produit en un coup d'œil. Par contre, quand il faut un peu plus d'explications, bénéfices produits, etc., la vidéo sera meilleure. Ouais. Et j'allais dire justement, tu prends par exemple ce dont on parlait avec les recettes, admettons que tu as un produit qui s'intègre bien dans tes routines du quotidien, genre on parlait de la whey. On a Chef Club en recettes justement, il publie une grosse séquence de tutoriels de cuisine et c'est l'un des comptes avec le plus d'abonnés en France sur Pinterest. Donc ça marche aussi super bien. Même le format TikTok de manière générale, très rapide avec de l'accélération, etc. De basculer le contenu de TikTok vers Pinterest, ça marche pas mal. Ça marche aussi. Ok, c'est ça que je voulais savoir, c'est est-ce que tu peux prendre des formats vidéo et dans quel contexte, pour quel type de produits, on va dire. Donc là, je pensais aux recettes directement. Peut-être que ça passe super bien sur Pinterest en mode tutoriel recette. Tu veux de l'inspiration là-dessus. Et peut-être que ça peut être intéressant aussi en ads. Je sais pas, là sur le coup, je découvre. Oui, carrément. Nous, on a beaucoup de bonnes créas en ads qui perfent énormément et qui viennent justement de TikTok sur des tutos en accéléré, etc. C'est des formats qui marchent bien à la fois sur d'autres plateformes et sur Pinterest. Et là, quand tu dis des tutos, c'est plutôt des tutos recettes ou des tutos par rapport à la cosmétique ou d'autres tuto make-up, nous, ce qui marche bien, on a un format phare dans la beauté qui marche bien, c'est en fait, on glisse le produit dans un top 4. Admettons, top 4 des produits qui ont amélioré ma routine. Et à l'intérieur, on glisse le produit du client. Nous, ça marche super bien, ce type de format, parce que c'est très inspirationnel et on crée vraiment des publicités qui ne ressemblent pas à des pubs. Et ça fait très, très natif dans la plateforme. Donc ça, c'est un type de format qui marche bien. Et du coup, c'est de la vidéo pour le coup. Ouais, ça, j'avais déjà entendu parler de ce format-là sur TikTok, le top 4 ou top 3 des produits qui ont changé ma routine et tu glisses en effet ton produit dedans. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup utilisé sur Meta, donc à voir. Peut-être que... À voir, ouais, ça marche bien en tout cas. Top. Ok, super clair. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on rentre un peu dans le dur sur votre expertise à toi et ton agence, des campagnes publicitaires sur Pinterest. Rapidement, est-ce que tu peux me présenter peut-être la plateforme publicitaire de Pinterest dans son ensemble et son fonctionnement, sachant que tu sais, les gens qui nous écoutent, a priori, connaissent assez bien les campagnes Meta Ads. Est-ce qu'on parle du même animal ou est-ce que c'est un truc assez différent? En fait, on s'y approche vachement. J'aime bien dire qu'en termes de plateforme pure et d'esthétique à l'intérieur du Business Manager, les personnes ne comprennent rien, mais globalement, c'est quand même assez simplifié par rapport à Meta. Et on a juste en fait ce double pôle entre ciblage par centre d'intérêt et moteur et ciblage par mots-clés, plus pour la partie moteur de recherche. C'est juste qu'on a vraiment cette dualité qui est présente. Mais globalement, sur Pinterest, pour présenter un peu la plateforme, il y a différents types de campagnes qui sont possibles de lancer. Donc, on a toutes les campagnes. Déjà, si on veut faire de la notoriété de marque pour des volumes de budget un peu plus importants, il y a toutes les campagnes de vue de vidéo, notoriété, etc. C'est pas des campagnes qui vont amener de la perf, mais elles sont présentes. Campagnes d'intérêt, c'est les campagnes de trafic. On a ça, mais nous, c'est pas la majorité des campagnes qu'on lance, c'est même une minorité. On est vraiment sur des campagnes de conversion, bas de funnel et shopping. C'est là où on a vraiment le plus de perf et le plus de ROAS. Donc, il y a les campagnes de conversion classiques, comme sur Meta, et les campagnes de vente par catalogue, ils appellent ça comme ça, c'est les campagnes shopping, tout simplement. Donc ça, c'est les types de campagnes qu'on a en fonction des objectifs. Après, je conseille toujours de lancer et démarrer directement en conversion et vente par catalogue. Parce qu'on va clairement indiquer à Pinterest qu'on veut du retour sur investissement, quoi. D'accord, donc deux types de campagnes vraiment importantes pour les e-commerçants, c'est de la campagne de conversion et vente catalogue. Donc, ok. Audience, tu parlais du fait que tu as une dualité entre les centres d'intérêt, donc comme Meta, mais par contre, tu as également les mots-clés. Petite question subsidiaire, est-ce que tu peux mixer mots-clés et centres d'intérêt ou est-ce que tu dois le faire séparément?
Tu peux, mais dans la pratique, nous on sépare. Il y a beaucoup d'account managers de Pinterest qui justement disent mélangez bien les mots-clés, les centres d'intérêt. Nous, on a vraiment AB testé à fond, mais ça marche pas parce qu'en fait, quand on donne, admettons, on reprend l'exemple de but, on veut se positionner sur des canapés et que tu mets en concurrence un centre d'intérêt décoration d'intérieur qui a en France quasiment plus de 15 millions de personnes et un mot-clé canapé où tu as admettons 500 000 recherches par mois. Ce qui se passe, c'est que tout le budget va passer sur la partie centre d'intérêt et le split au niveau du spend, l'algo est pas encore assez puissant pour vraiment faire un bon split du spend. Il y a des annonceurs qui marchent bien, je sais, en mélangeant, ça marche pour eux, mais nous on a eu toujours de meilleures perfs, vraiment en séparant les deux, et surtout on a une meilleure maîtrise du budget et de la granularité qu'on veut créer. Donc là-dessus, il y a toujours un gros travail au niveau des mots-clés en termes après d'exclusion, etc. Et quand on mélange tout, le truc c'est qu'on repasse sur une phase d'apprentissage et souvent en fait on va perdre de la performance juste parce qu'on a voulu tout mélanger et tout mettre au même endroit. Et sur Pinterest, pour donner un ordre d'idée, quand justement on en parlera après, mais sur les notions de scaling, on est beaucoup plus sur un scaling qui est horizontal, donc on va créer beaucoup de campagnes sur un compte publicitaire et souvent nous on a des clients qui ont typiquement 4 ou 5 campagnes sur Meta, voire même 3, et sur Pinterest à budget égal on est sur 20 à 30 campagnes parce qu'on est vraiment sur un scaling qui est horizontal. Un plus gros compte, il a 20 campagnes pour te dire, mais on n'est pas sur des 3 000 € par mois, quoi. Donc, carrément, c'est top. Une scaling horizontale sur Meta, mais jamais tu auras 30 campagnes facilement comme ça, il faut vraiment mettre beaucoup de... Ouais, c'est intéressant. Et mais c'est pour ça que je posais la question, parce que même ça me paraît logique en théorie de se dire on sépare intérêt, mots-clés, peut-être que l'algorithme fonctionne mieux quand on les mixe ensemble sur une même thématique générale. Donc ça, c'était une question que je me posais. Et après, niveau format, on n'a pas parlé, mais je présume qu'on est sur du statique, de la vidéo, du carrousel et de la collection. C'est ça, mais au format vertical. On est entre le format d'Instagram 4/5e et entre le format de TikTok 9/16e. On est entre les deux. C'est un format de 2/3, 1000 par 1500 pixels. C'est le format idéal de Pinterest. Après, le format TikTok, 9/16e marche. Et le format 4/5e fonctionne aussi. Mais l'idéal, c'est vraiment d'être sur du 2/3. Et le 9/16e, le format TikTok marche mieux. Au plus il est vertical, au mieux il marche. Attends, pour bien comprendre, 2/3 est parfait, mais c'est bien d'avoir le 9/16e à côté. Enfin, tu vois, sur Meta, tu as ton format carré ou 4/5e pour la vidéo, mais faut de toute façon le transposer en 9/16e pour les stories. Est-ce que là, dans ce cas-là, tu dois faire la même chose? Est-ce que tu peux te débrouiller avec un format 2/3 et avoir de l'autre côté un format 9/16e, mais dans un autre... C'est ça. Dans l'idéal, on reste sur le 2/3 et le 9/16e, mais s'il y a un format à choisir, nous, quand on a le 9/16e, ce format-là, on le maximise à fond. Souvent, le 2/3, pardon. Et justement, si on doit se baquer avec d'autres créas et qu'on n'a pas de le format 2/3, on met du 9/16e et qui fonctionne aussi. Mais je comprends. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut maximiser sur le 2/3 s'il y a une possibilité d'en avoir. Ok, donc d'office avoir le 2/3, et puis après, si tu peux te permettre de le décliner en 9/16e, tu le fais aussi, parce que ça fait des placements supplémentaires. Ok. Et justement, question aussi, les emplacements, c'est quoi sur Pinterest à part les épingles? Est-ce qu'il y en a d'autres où tu finis par apparaître, ou c'est que finalement les épingles à différents endroits? Alors historiquement, il y a eu, ça date de l'année dernière, il y a eu des changements. Il y avait les épingles story. Donc les épingles story, c'est des épingles. En fait, ils ont créé un feed qui ressemble à TikTok où tu peux swiper, etc. C'est un feed qui était présent sur toute l'année 2023, qui a été arrêté en Q4. Mais sinon, donc tu as une possibilité de te passer à la fois sur les épingles classiques dans la barre de recherche, épingles du coup dans le feed d'actualité de manière générale, donc on peut vraiment splitter les deux. Après, on a les épingles shopping, du coup, où c'est vraiment de la recherche visuelle. Je peux montrer sur mon téléphone, peut-être ce sera plus visuel de montrer. Et sur smartphone, c'est vraiment différent par rapport à la partie desktop. Donc, je montre ça. Ouais, donc là, on a le feed classique. Donc, on peut se positionner, du coup, sur ce feed-là sans souci. Et après, sur chaque épingle, j'en prends une au hasard. Je prends la première ici. Là, du coup, on a une possibilité de se positionner sur des épingles similaires en dessous. On est vraiment sur de la recherche visuelle. Et après, là, admettons, j'aime bien cette chambre, j'ai envie de m'intéresser au produit. Là, il y a un luminaire qui est intéressant. Du coup, je peux vraiment faire de la recherche visuelle en scropant, en identifiant qu'est-ce que je veux, et derrière me présenter des produits similaires. Et c'est comme ça que Pinterest fonctionne. On va d'épingle en épingle, et c'est sur ce type d'emplacement où Pinterest est vraiment pas mal, quoi. Attends, du coup, tu as le fil des épingles classiques comme un fil d'actualité où tu peux te mettre, évidemment. Tu as les épingles, on va dire, suggérées, et tu as aussi les épingles en fonction d'un produit que tu as croppé. C'est ça. Là, c'est plus les épingles shopping, du coup, qui sont reliées au catalogue shopping. Exactement, c'est vraiment ça.
Donc, ça donne 3 emplacements différents. D'accord. Et quand tu lances tes campagnes, tu choisis les emplacements ou tu es obligé d'aller sur les 3 en même temps? Non, tu peux choisir. Après, ce qui se passe, c'est que souvent au démarrage, on part large. Et quand du coup on a des mots-clés qui surperforment, ce sera plus l'emplacement du coup sur la partie moteur de recherche mots-clés qui partira en termes de spend. On analyse ça, mais souvent le spend est quand même bien géré sur Pinterest là-dessus, sur la partie emplacement. Donc je conseille vraiment de partir large au démarrage. Avant, c'était pas le cas, il fallait vraiment séparer. Maintenant, on est plutôt. Enfin, l'algo est bien taillé pour ça. Et après, les épingles shopping, ça se fait assez automatiquement également. Donc, c'est pas une préoccupation à avoir au démarrage tant qu'il n'y a pas de gros volume de spend. Souvent, quand c'est des mots-clés qui surperforment, la partie moteur de recherche va prendre le dessus. Et quand c'est justement des centres d'intérêt, on sera plus sur du feed, mais les perfs suivent. Donc en soi, ces emplacements sont assez automatiques quand même. Et bien fait. Bien fait, automatique. Donc, pour bien comprendre, quand tu dis la partie mots-clés performe, c'est quand il y a une recherche, tu vois des épingles, et là, tu te positionnes. Et la partie centre d'intérêt, c'est plutôt le feed, dans le feed, ouais. ce que tu suis comme page. Exactement. C'est vraiment ça. Et par rapport à tes recherches passées aussi. Recherche passée, pardon. C'est vraiment ça. Une sorte d'explorer Instagram. C'est ça. Ok, d'accord. Pour faire les parallèles. Ok. Si je prends maintenant la création d'une campagne Pinterest Ads, est-ce que tu peux rapidement me décrire les étapes, comment ça marche pour structurer la campagne, choisir l'objectif, l'audience, combien tu mets d'audience, combien tu mets de créa, enfin, tu sais, vraiment dans les grandes lignes, si tu devais donner un exemple à un e-commerçant pour lancer sa première campagne. Pas de souci. Donc déjà, première étape, c'est, comme on l'a dit, de séparer, avoir en tête déjà qu'on va séparer les centres d'intérêt et les mots-clés. Donc on va créer des campagnes spécifiques avec des centres d'intérêt, des campagnes spécifiques avec des mots-clés. Donc ça, c'est vraiment la chose à savoir. En termes de setup de base, pour un setup sain, on va dire, souvent on lance à une campagne shopping, du coup, une campagne centre d'intérêt, une campagne mots-clés et une campagne de reciblage, du coup, parce qu'il y a toutes les fonctionnalités de retargeting, etc. Le lookalike, pour info, il est présent, ça s'appelle le act like sur Pinterest, mais il n'est pas encore assez performant quand même, comparé à des ciblages par mots-clés, par centre d'intérêt. Donc, il y a une campagne bonus à lancer qui peut être sympa, c'est la campagne Broad aussi, qui est de plus en plus performante, mais plus quand le compte est chaud, qu'il a un peu de data, donc c'est plus dans un second. Je suis en train de comprendre, c'est que ton acquisition, tu peux vraiment avoir 3 campagnes distinctes, une mot-clé, une centre d'intérêt, une Broad, parce qu'en fait, tu testes des groupements d'audience dans chaque campagne plutôt que de tout mélanger. Et tu as ta campagne de shopping également, excuse-moi. La shopping, là, c'est encore un autre game dans le sens où tu laisses toute la main à C'est sur tous les produits. Ouais, c'est sur tous les produits du site où on peut faire des groupes de produits, c'est également possible. Mais souvent, on part quand même assez large. Et plus on est large, au mieux ça marche. Ouais, c'est ça. C'est comme Facebook. Okay. C'est comme une DBA, une DABA sur Facebook. Meta, pardon. Et tu as la campagne de retargeting. Et là, au niveau audience, qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là? C'est quel genre de. Là, du coup, on peut avoir de la granularité. On peut cibler, comme sur Meta, les ajouts au panier, les visiteurs. On peut créer une autre campagne aussi. Des fois, on la crée, mais souvent, dans un second temps, c'est les campagnes d'engagement. Donc, en fait, il y a un phénomène qui se passe où la personne, elle va pas aller forcément sur le site, mais elle aime bien la publicité, du coup, elle va l'enregistrer dans son tableau. Et ces personnes-là, on sait qu'elles sont susceptibles d'acheter, mais c'est juste pas le bon timing. Du coup, on crée des campagnes d'engagement pour recibler les personnes qui ont enregistré l'épingle ou qui ont fait un petit touchpoint avec la créa. Et ça, c'est vraiment top en termes de perf. Ça se lance plus dans un second temps, c'est souvent quand on a déjà des ads winners qui ont pas mal de traction et d'engagement, justement, on crée ces audiences-là dans un second temps. Du coup, en termes de retargeting chaud, on a les visiteurs, les ajouts au panier principalement. D'accord. C'est classique. Hein. Après, on peut faire de la granularité sur certaines pages produits pour faire du réachat. On a un client, on fait ça à fond. Une personne a acheté ce produit-là, on va pousser un autre produit. Donc ça marche bien, mais après, il faut faire gaffe à que le volume de trafic, etc., soit assez important pour avoir assez d'audience. Et après, on a les campagnes un peu en termes d'audience qui sont un peu plus tièdes. C'est les campagnes d'engagement où là, on va justement recibler les personnes qui ont fait un touchpoint avec les créas. Avant de passer après sur la partie acquisition, trafic plus froid. Ok, donc là, tu as campagne de retargeting, tu as 2 types de retargeting, engagement, visiteur, donc ça peut être visiteur à journée, donc là, c'est des créas dédiés au remarketing, mais on en parlera après. Et les campagnes d'engagement, c'est les mêmes créas ou c'est d'autres créas que vous mettez pour ces gens-là? Là-dessus, ça dépend, franchement, ça dépend vraiment des comptes et de la ressource création. On a la possibilité, on change et on essaie d'être un peu plus agressif. Mais après, ce qui se passe, c'est que sur les campagnes d'engagement, ce qui est intéressant, c'est que quand tu recibles avec exactement la même créa, vu que c'est une personne qui a déjà interagi avec cette créa-là et qu'elle a aimé, souvent derrière ça, on essaie quand même de rester sur la même, sauf il faut faire gaffe juste à l'épuisement publicitaire. D'accord. Moi, j'aurais dit justement changer la créa, en mettre une autre pour dire voilà, tu as déjà aimé. On fait les deux. On fait les deux, ok, d'accord.
Ok. Et après, Donc, ce qui est fort, pourquoi on fait les deux aussi, c'est que vu que Pinterest est un moteur de recherche visuel, côté attribution du budget publicitaire sur la partie créative, il est quand même très fort. Et en partant sur 3 ou 4 créas par groupe d'annonces, je descendrai après dans la structure exacte, mais en descendant à 3 ou 4 créas par groupe d'annonces, Pinterest va vraiment avoir un split du budget qui est souvent très bon sur la partie créative. Donc le top, c'est de mettre 2 créas gagnantes qui fonctionnent bien et 2 nouvelles créas qu'on teste. Et en termes de spend, ça varie en fonction des comptes et en fonction des épingles aussi. Donc Pinterest est très fort à ça, sur cette partie gestion du budget sur la partie créa. D'accord, donc pas multiplier les créas dans les groupes d'annonces, enfin les audiences, on va dire les ensembles de publicité. Donc 2 à 4, 2 nouvelles et 2 super performantes. Et ça pour chaque campagne. Et dans chaque campagne, une question que j'avais, puis après on passe à la partie budget, c'est tu as combien d'audience en moyenne dans une campagne d'acquisition quand tu testes une campagne centre d'intérêt ou mots-clés Ouais. Alors là, il y a eu des changements, à ce niveau-là. De base, on pouvait vraiment voir les tailles d'audience précises estimées. Maintenant, là, ce qui se passe, c'est que depuis un peu moins, 4 mois, depuis novembre, on va dire 2023, les tailles d'audience potentielles, elles sont plus forcément affichées, ou elles sont très larges et plus du tout précises. Donc là-dessus, on procède un peu différemment. Avant, ce que je disais et ce qui m'a fonctionné bien à l'époque, c'était entre 1 et 1,5 million d'audience pour les centres d'intérêt et 100 000 de taille d'audience estimée pour les mots-clés. Le truc, c'est que maintenant, on peut plus trop le voir, en fait. Du coup, nous, sur la partie mots-clés, on suit des outils comme Pinterest Trends, etc., où on peut voir les volumes de recherche en tout cas, les tendances par mots-clés. Donc là-dessus, le but, c'est qu'il ait assez de matière et si on voit qu'on est sur des centres d'intérêt qui sont trop courts, qui sont des sous-intérêts typiquement, le but c'est d'en mettre plusieurs quand même pour avoir une taille d'audience assez large, c'est ça qui est important. D'accord, ouais, j'ai compris l'idée. Mais ce que je veux dire aussi, comme dans ma question, c'est tu sais, dans Facebook, dans Meta, pardon, tu vas avoir une campagne, et tu vas peut-être mettre 3 ensembles de pubs, un intérêt, un broad et un lookalike. Est-ce que toi, quand tu as ta campagne avec les centres d'intérêt, est-ce que tu as juste un ensemble de pubs des intérêts ou est-ce que tu as plusieurs ensembles de pubs pour tester les intérêts? Non, c'est plusieurs adsets. Tu les splits dans les adsets sur Meta, on est bien d'accord? Ouais, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Donc sur Pinterest, c'est la même chose. Souvent, il y a 3 adsets sur les campagnes d'intérêt. Et là-dessus, du coup, on va tester les centres d'intérêt différents pour les challenger. Mais le budget, il est toujours au niveau de la campagne. C'est vraiment du CBO. Hein. Clairement, c'est ma question aussi. Ok. Le budget, il est au niveau. C'est ça. Le budget CBO. Ok. Et pour les mots-clés, pareil, c'est soit 2 ou soit 3. On va tester des groupes de mots-clés différents. Et après, tout dépend des produits. Si on a des produits avec beaucoup de volume de recherche et beaucoup de mots-clés différents, on se permet de faire ça. Après, si on est sur des produits restreints, comme admettons les compléments alimentaires, où il y a des volumes de recherche là-dessus, mais pas énormes, on préfère des fois séparer les campagnes pour vraiment A/B tester les angles au niveau de la campagne plutôt. Ok, d'accord, je comprends. Ok, donc c'est vrai que tu peux vite arriver sur des structures assez complexes. C'est pour ça. Tu sais, c'est des univers différents. Tu peux avoir un complément alimentaire pour la muscu, d'autres pour la santé. Donc, inévitablement, tu vas avoir des campagnes différentes. Ok. Et après, au niveau des budgets, le split, c'est quoi? C'est 80% pardon, acquisition, 20% retargeting ou est-ce que c'est différent? C'est exactement ça. Et après, si on veut aller plus loin au niveau du split intérêt mots-clés, c'est vraiment très important c'est très différent entre les thématiques. Tout dépend si la thématique a de l'attraction en termes de volume de recherche. Prenons l'exemple de Spring. Spring, on est sur des lessives. Il n'y a personne qui tape le mot-clé lessive. Il faut aller chercher des mots-clés qui sont différents, mais où on cible la même audience. Donc là-dessus, on va quand même privilégier au démarrage des centres d'intérêt, même si on fait un A/B test souvent assez équilibré quand même. Mais en termes de pourcentage, on va passer quand même sur... on reste quand même assez équilibré. Alors que si on est typiquement pour but, on est sur plus des canapés, des personnes qui recherchent clairement... des tendances précises, admettons des canapés d'une couleur canapé beige, admettons, là-dessus vraiment plus focus de mots-clés. Et Pinterest, c'est la force de Pinterest, on est sur un moteur de recherche, autant en profiter avec de l'intention. Donc dès qu'on voit une possibilité de pousser un peu la partie mots-clés, on y va. Et après la partie broad, souvent on la lance un peu plus tard et tout dépend des performances, etc. Mais c'est une campagne qui marche bien à condition d'avoir un compte un peu chaud quand même. Donc au démarrage, c'est pas une best practice, mais au bout de quelques semaines, ça vaut le coup. Ok, donc finalement, la répartition du budget entre mots-clés et centres d'intérêt, ça dépend un peu de ce que les gens recherchent. Des thématiques, des thématiques aussi de base. Ok, et la campagne shopping, tu mets quoi comme budget dessus
généralement? La campagne shopping, souvent on démarre à peu près sur le même budget que la campagne retargeting à peu près. On démarre souvent petit et après ça, encore une fois, c'est très variable en fonction du nombre de produits. Une marque qui Ouais, a peu de produits, on va pas pouvoir shooter bien fort en shopping. C'est souvent des campagnes qui ont des gros retours sur investissement, donc on n'hésite pas à scaler. Mais on démarre assez petit parce que dès que tu as trop de budget, enfin dès que le budget est trop important, les CPM ils explosent à fond sur ce type de campagne-là. Donc d'accord, on démarre petit et on monte petit à petit. d'accord. Mais Mais les campagnes, globalement, vas-y, j'en un prie. petit 20, un petit 20-30% au démarrage, on est souvent là-dessus. Ah, Mais d'accord. on n'hésite pas à démarrer bas et après on monte petit à petit. Et on a plein de comptes où le shopping dépasse les campagnes de conversion après. Mais ça se fait D'accord. graduellement et en fait on voit jusqu'à quel moment ça décroche. Et tout dépend du nombre de produits. Ouais, je comprends, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, quand tu parles de shopping, tu parles bien de shopping, ça peut être du broad ou du retargeting ou les deux? Parce que pour moi, shopping, ça peut être, tu peux soit On le cibler sépare. vous séparez. Vous avez quand même deux. Ok, d'accord. Ça Une devient shopping intéressant. acquisition, une shopping retargeting globalement. Et on peut faire du retargeting dynamique comme sur... je sais pas si Meta le propose, Ouais, ouais, bien sûr. mais donc c'est exactement la même chose où on va recibler les personnes en fonction des produits qu'elles ont vus sur le Ouais. site. Donc ça c'est également possible et c'est pas mal ça. Et donc, quand tu dis que tu démarres le shopping, tu démarres les deux en même temps, acquisition, retargeting ou juste retargeting ou juste acquisition? Ben, l'idéal, c'est de faire acquisition et quelques jours après retargeting. Mais globalement, après, c'est souvent des petits budgets en retargeting dynamique parce que il faut que le pixel se chauffe au démarrage. Et vu que c'est du retargeting ultra précis en fonction des pages produits que les personnes ont vues, du coup, ça se fait petit à petit. Mais après, encore une fois, on démarre sur des petits budgets et on monte graduellement jusqu'à avoir un décrochage du CPM où il augmente fortement, quoi. Ok, c'est clair pour moi niveau structure. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu voulais rajouter là-dessus sur les bonnes pratiques quand tu crées tes campagnes et quand tu structures ton compte Pinterest Ads en e-commerce? Ouais, il y a un point, c'est au niveau des groupes d'annonces. On est souvent entre 3 et 4 créas par adset. Ouais, Globalement, ouais, on est là-dessus. d'accord. De faire, dès qu'on on a remarqué, 5 ça passe, à partir de 6, il y a un truc qui Et- se passe, je sais pas ce qu'il y a dans l'algo, mais à partir de 6 créas, acquisition retargeting complet, l'algo, il a un spend aléatoire. C'est un truc de Ouais, dingue. d'accord. Et du coup, faut pas trop dépasser ce nombre. Et essayer d'en avoir au moins 2 parce que si on peut pas mettre de concurrence sur les créas, le spend, on n'est pas sûr qu'il soit vraiment efficient. Donc, l'idéal, c'est entre 3 et 4. C'est la bonne chose à Et savoir. très très bonne, ouais, c'est très bon conseil que tu me donnes là, c'est une très belle masterclass. Et pour terminer, est-ce que tu as une campagne de testing créa comme on peut l'avoir sur Meta? Genre une campagne qui est dédiée en fait, à tester des concepts ou des formats ou des axes? On l'a créé au fur et à mesure. On démarre sur un testing comme ça. Et après, souvent, on a une campagne après testing qu'on lance, ouais, en effet. Mais Ouais. c'est pas. Enfin, je sais pas exactement comment tu procèdes sur Meta. Mais là-dessus, on a. Enfin, c'est rare qu'on ait. En fait, sur Pinterest, à un moment, on a tellement de campagnes qu'on les crée au fur et à mesure, ces campagnes-là. Et on n'a pas Ouais. une grosse campagne où on va extraire. Ce qui se passe, c'est qu'on va créer les campagnes au fur et à mesure. Et le but, c'est de stacker les campagnes gagnantes pour à la fin monter sur un niveau de spend qui est important. Et ça monte assez graduellement. Non, Donc, ça me fait vraiment penser à Meta quand tu scales un compte, c'est ok. que tu stacks les campagnes gagnantes au fur et à mesure, et tu peux avoir plusieurs campagnes de test qui deviennent des campagnes où tu augmentes ton budget. Mais après, voilà, En tu peux fait, aussi faire une campagne pour tout. ce qui est important, peut-être c'est vraiment ça, c'est peut-être ça vraiment la différence avec Meta. Mais je connais pas assez Meta pour te dire. Mais globalement, et tu vas pouvoir me dire, Ouais. la problématique de Pinterest, c'est que dès que tu vas changer des créas, du ciblage, etc., si tu le fais de manière trop violente, tu vas vraiment te retaper une phase d'apprentissage qui est longue. Du coup, Ah, ce qui se passe, c'est qu'on va pas avoir une campagne de testing pour laquelle, du coup, on va créer des nouvelles campagnes à la suite de ça, basées sur ce testing. Ce qu'on va faire, c'est que la campagne de testing, si elle est validée et qu'elle fonctionne, on va la garder. Et le but, ça va être de finalement pas trop la perturber, juste remplacer les créas au fur et à mesure ouais, ça me fait et de les penser à. stacker. Ouais, je comprends totalement. C'est qu'en fait, tu crées ta campagne de testing pour tester tes nouveaux formats, tu vois que ça marche, tu l'augmentes, tu en crées une nouvelle pour créer d'autres formats. Et après, C'est tu as ça, un compte exactement. qui va avoir 30 campagnes parce que tu as des campagnes dans tous les sens pour créer qui marche bien. Je comprends, mais c'est des logiques similaires, mais voilà, chaque plateforme est différente. C'est pour ça que je pose des questions ultra techniques comme ça. Mm. Je pense que ceux qui me suivent encore là maintenant, c'est que vraiment ils ont des bonnes connaissances sur Meta et ben, du coup maintenant ils les Ouais. développent sur Pinterest. Moi, je pense que c'est tout ce que j'avais à poser comme question vraiment sur la partie structuration de compte sur Pinterest Ads. Moi, je me demandais d'autres choses sur la partie créa. C'est quoi pour toi les formats plutôt orientés perf? Donc il y a images, vidéo, mais je sais que les collection, c'est un truc qui marche bien sur Pinterest, de ce que j'ai entendu. Est-ce que tu Ouais. confirmes ça ou est-ce que finalement tu peux pas bien ressentir qu'avec une Collection statistique? et après,
Collection et après toutes les créas, toutes les campagnes shopping en automatique, ça c'est des campagnes qui marchent bien. Après, il y a un petit tweak à faire sur la partie shopping. Ouais. On a une grosse différence en termes de perf entre les créas shopping fond blanc et ce qui est la majorité finalement des produits packshot fond blanc, classiques produits fond blanc. Et typiquement de switcher ça avec des visuels plus d'ambiance. Sur Pinterest, on va chercher de l'inspiration. Et du coup, d'avoir des visuels d'ambiance et non pas des visuels fond blanc, ça crée une grosse différence pour que la personne puisse se projeter. Et en termes de perf, c'est le jour et la nuit entre les deux. Donc ça, c'est un format sur la partie shopping qui marche bien. Ouais. C'est logique parce que finalement, les gens sont là pour l'inspiration, donc un visuel d'ambiance, clairement, ça va bien dans le fil. Okay. Alors que ça peut être l'inverse sur Meta. Enfin, c'est là-dessus où des fois, vraiment, en termes de créa, nous, on aime bien déjà, quand on arrive sur un client qui a quand même pas mal de data sur Meta, on aime bien tâter le terrain en regardant déjà, en appliquant les bonnes créas de Meta sur Pinterest, voir comment elles performent. Oui. Au démarrage, on parle là-dessus, mais après, on voit un split à force de tester que les créas finalement gagnantes sont plus inspirationnelles sur Pinterest et sur des formats qui peuvent être assez différent, ouais. Mais il arrive, on a des comptes où les campagnes méta perfent bien sur de longues périodes sur Pinterest. Ça dépend vraiment, mais au démarrage, pour avoir un setup sain, si vous avez pas mal de data sur méta, ça vaut le coup de les tester sur Pinterest. Nous, c'est ça qu'on a fait sur Bloom, qu'on accompagne ici sur Pinterest, c'est qu'on reprend leurs top performers sur Meta et on les met sur Pinterest, mais on essaie aussi d'avoir des visuels inspirationnels parce qu'on a constaté, par les account managers de Pinterest, que c'était un truc qui marchait bien. Donc ça, il m'avait déjà expliqué que c'était le type de contenu qu'il faisait sur Pinterest. Et en tout cas, c'est vrai que je confirme ce que tu disais, c'est qu'un annonceur déco, généralement sur Pinterest, il a des bons résultats et des bons taux de clics. Ok. UGC, un truc, est-ce que c'est un mot-clé, un mot que vous utilisez beaucoup sur Pinterest pour vos clients en termes de Comment, pardon? Est-ce que UGC Ouais. Ouais. Alors UGC, il y a une petite subtilité, que finalement, avant, on l'appliquait peut-être moins sur Meta, mais non, c'est plus le cas, c'est que sur Pinterest, la différence entre Pinterest et Meta et Instagram, c'est que globalement, sur Pinterest, le son, il est quasiment jamais lancé. Il faut vraiment que la personne appuie sur le bouton « lancer le son » pour écouter justement la créa. La créa ou la vidéo plutôt. Donc là-dessus, sous-titres obligatoires. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Et du coup, la créa UGC marche bien dans typiquement la thématique de la beauté, c'est top. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment les sous-titres. C'est des créas qui performaient très peu au démarrage de Pinterest. Pinterest, il y a 1 an et demi, etc., au démarrage du format UGC, ou dès que ça a commencé à émerger, au démarrage, la plateforme vraiment n'arrivait pas à performer là-dessus. Et là, c'est l'un des top formats dans la thématique beauté, ou quand les créas UGC s'y prêtent, de manière générale. Je pense à la beauté parce que c'est vraiment la thématique où ça s'y prête vachement. Ouais. Mais globalement, pour Spring également, il y a des grosses créas UGC qui marchent super bien, où on joue sur l'aspect routine, ça marche bien. Donc, juste les sous-titres. Et ces créas UGC-là, est-ce que c'est des créas qu'ils ont récupérés de Facebook et qu'ils ont mis ensuite sur Pinterest, ou c'était vraiment des formats dédiés à Pinterest qu'ils ont fait? Au démarrage, on fait un test, sur les créas de Facebook, encore une fois. Ouais. Et là, après, on a vite vu que c'était plus l'angle... pour Spring, c'est plus l'angle typiquement routine qui marche bien sur Pinterest, où on voit justement un lave-vaisselle qu'on ouvre avec justement la lessive qu'on met à l'intérieur, et du coup ça, c'était des créas qui marchaient ou typiquement sur Meta, la vidéo unboxing marche super bien. Sur Pinterest, elle a pas marché pour Spring. Et des clients, ça marche c'est vrai pour chaque client, mais c'est un exemple. Et du coup, après, on a itéré sur des formats spécifiques à Pinterest, mais plus dans un second temps. On est parti sur le même batch de tests. Et les créas ont été différentes en termes de performance. Des fois, c'est les mêmes, mais des fois, ça change, comme c'est le cas de Spring. En tout cas, le mot-clé routine, il revient souvent. Donc, ça veut dire qu'en gros, quand tu as un UGC, si tu peux avoir un UGC qui permet de montrer la routine de quelqu'un, c'est un truc qui peut particulièrement bien performer sur Pinterest. Est-ce que tu as des concepts, formats qui marchent bien, que ce soit des images, des vidéos? Enfin, je te donne vraiment un bon élément de contexte, c'est que sur Meta, tu sais, les trucs nous VSE, bénéfices, call-out, preuve sociale, il y a problème-solution, c'est des choses que tu sais que sur un compte, tu vas finir par avoir des résultats avec un de ces formats-là. Est-ce que sur Pinterest, tu as un peu des recettes gagnantes? Tu avais parlé tout à l'heure du top 4 des produits qui changeaient ma vie. Enfin, est-ce que tu as des formats qui marchent bien sur Pinterest? En fait, c'est à double tranchant. Il faut soit partir sur un format exactement comme sur Meta, comme tu l'as dit, bénéfice,
on va vraiment mettre de l'avant-après, on va vraiment Après. pousser à fond sur des études de cas, etc., qui sont vraiment spécifiques à la marque. Ça, c'est top. Ou soit faire le complet opposé. Donc, j'ai parlé des top 4, enfin, top 4, top 5, top 7. Ça marche. Mais également faire des créas vraiment toutes simples et très inspirationnelles. Où on crée justement une épingle qui ne ressemble pas du tout à une publicité, qui se fond dans le feed. Que ce qui est intéressant sur Pinterest, je vais reprendre l'exemple de mon feed ici, c'est que les personnes ne remarquent pas trop les publicités. Quand tu scrolles Pinterest, tu scrolles vraiment assez rapidement. Et là, quand tu scrolles, quand t'es un peu de loin, tu vois pas trop qu'est-ce qui est une ads et qu'est-ce qui ne l'est pas. Une ad, c'est laquelle est produit en dessous, là, je sais pas c'est laquelle. Celle-ci. Ouais, celle-ci. Et ben même pas finalement. Celle-ci non, mais ils ont fait l'inverse. Ouais, c'est plus. Non, ils ont plus fait une sorte de fausse ads. Mais globalement, vu qu'on voit pas trop quelles sont les ads et quels sont les créas organiques, bah, ça crée directement quelque chose qui est sympa où on peut créer des visuels et des images de manière générale qui ne ressemblent pas du tout à des publicités. Et ça donne des taux de clics qui peuvent être vraiment dingues si on joue sur cet aspect couleur. Parce que, en fait, typiquement pour les marques de mode qu'on accompagne, on remarque que l'aspect couleur est super important. Dès qu'on a une couleur qui sort un peu du lot, typiquement on accompagne un client, InBag, c'est ils vendent des bananes ou des sacs également. Et eux, typiquement, la porte d'entrée, c'est une couleur spécifique sur une créa, une couleur justement qui dénote, on n'est pas sur du blanc, gris ou noir. Et après, bah, les personnes achètent une banane différente. Mais en fait, le hook qu'on crée avec la couleur est souvent différent du produit final acheté. Et Pinterest, c'est un peu une porte d'entrée où tu viens t'inspirer, tu trouves une couleur qui est intéressante et finalement, tu scrolles beaucoup sur le site, tu t'inspires encore sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est que les taux de scroll sont importants sur Pinterest. Et du coup, sur le site également, les personnes naviguent pas mal, pardon. Elles fouinent, elles regardent un peu à droite, à gauche les différents produits, etc. Donc, on a vraiment ce phénomène qui est présent. Ok, donc jouer sur la couleur aussi, c'est important parce que tu peux facilement te démarquer dans le fil, mais tu dois quand même faire en sorte d'avoir des épingles qui ne ressemblent pas trop à des pubs, que ça reste une bonne stratégie, on va dire. Après, sur Meta, je moins ça. Si tu vas sur Instagram ou sur Facebook, bah, tu as besoin de te démarquer avec ta publicité avec un format que tu ne vois pas forcément en organique. Je te parlais du nouveau SE, du Cola, où tu montrais tes bénéfices avec des flèches, par exemple. Je ne dis pas que tu ne peux pas réussir avec un format qui ressemble à un format organique, mais ça se fait moins qu'avant, tu vois. Donc toi, déjà, tu me dis qu'il faut rester proche de ce que tu vois dans le feed. Ça marche bien. Ouais, sur Pinterest, c'est une des spécificités qui marche bien et ça fait une grosse différence par rapport à Meta. Je voulais rajouter quelque chose, non mais je l'ai plus en tête. Ouais, mais ça a d'autres différences. Je souhaitais rajouter quelque chose, c'est que la différence aussi sur cette partie-là créa, c'est que sur Pinterest, en termes de texte, tu peux pas mettre grand-chose. Hein. Tu peux mettre 50 caractères max. Du coup, tu dois vraiment te démarquer au niveau de la créa et tu peux pas faire un lien entre côté texte est tellement limité que vraiment, tu es obligé de mettre le paquet sur la créa. Et le texte, c'est vraiment un complément. Donc, souvent, tu mets quelque chose du style, si tu parles d'un top 4, bah, tu mets exactement la même chose. Ou sinon, des phrases un peu plus inspirationnelles. Découvrez, admettons, sur la période de Noël, offrez-lui ou quelque chose comme ça. Vraiment, on est sur des mots-clés plus inspirationnels. Ça, c'est quelque chose qui fait une petite différence. Mais après, la partie copywriting est minime comparée à Meta. Ouais, le copywriting, on parle bien du texte qui accompagne la publicité, qui accompagne le visuel et des 50 caractères ou c'est ça. C'est ça, exactement. Énorme. Mais par contre, les visuels de publicité n'ont pas tant de texte que ça. Tu peux en avoir un peu, mais tu vas pas comment t'amuser à raconter plein de trucs et mettre des flèches dans tous les sens. C'est peut-être un peu moins dans l'école actuellement. C'est plus visuel. Non. Et après, ce qu'il faut se dire aussi, quelque chose qui est très important, c'est que Pinterest, on est sur un feed à 4 épingles les unes à côté des autres, enfin 4 à 6 comme là. Du coup, il faut vraiment penser, sur Meta, on est plus sur une image, même en story, où ça prend vraiment tout l'écran. Donc il faut vraiment penser à avoir un contenu qui soit quand même assez explicite et assez zoomé, pour pas, si le produit est trop petit sur la créa, il faut vraiment penser à avoir de la visibilité. C'est bête, mais j'ai vu je vois beaucoup de marques qui foirent un peu ça, où elles pensent justement qu'il va y avoir une grosse surface d'écran, ce qui n'est pas le cas. Du coup, il faut penser quand même à bien mettre en avant ces produits au premier plan. Oui, parce que comme tu disais, tu as 4 à 6 épingles, donc tu as besoin que quand on voit ton épingle en ad, on comprenne quel type de produit tu vends. Parce que si tu vends, tu montres un intérieur et que tu vends une table et qu'il y a le canapé à côté, on ne sait pas trop si tu vends la table ou le canapé. Ouais, exactement. Ok, d'accord.
Ok. Et niveau vidéo, est-ce qu'on a des contraintes particulières peut-être en termes de durée, de format, ou est-ce que c'est justement plutôt des formats courts, explicites, comme tu peux avoir justement sur Meta actuellement? En termes de vidéo, globalement, il n'y a pas forcément de limite. Tu peux même dépasser les 1 minute. Après, globalement, en termes de créa, on a de tout en termes de temps qui performe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une créa courte, moins de 10 secondes ou même moins encore, elle va se jouer en boucle. Donc ça, c'est quelque chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt de la vidéo. Donc il y a des top créas qui tournent sur Pinterest qui sont vraiment très courtes en termes de temps, où c'est un hook qui est bien travaillé, qui se joue en boucle, et qui dure, des créas qui durent 5-6 secondes. Beaucoup utilisé dans la mode pour montrer des collections, etc., de manière très rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Mais après, il n'y a pas forcément de contraintes particulières. Juste rester encore une fois sur ce format vertical qui est important, format 2/3, mais rien de spécifique Ok. en termes Une autre de question pour spec. toi, tu vois, genre, tu sais, par exemple, sur Meta, tu peux peut-être constater, quand tu fais une pub Instagram ou Facebook, que quand tu as de l'humain, quand tu as quelqu'un qui est là, qui porte le produit, qui monte à la consommation, etc., ça marche mieux que quand tu vois juste le produit seul. Est-ce que sur Pinterest, c'est mieux de montrer le produit Pareil, seul ou avec une personne? avec une personne, clairement. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose qui est important de mettre de l'humain. Euh, et au plus la personne va pouvoir s'identifier, au mieux ça fonctionne. Et là-dessus, même Pinterest, ils sont allés quand même plus loin sur ce point-là. En fait, Ok. ils ont une grosse notion d'inclusivité et de justement comment faire pour que les personnes... sur Pinterest, le maître mot de la plateforme en interne, c'est vraiment de rester sur une plateforme positive, pardon. Il n'y a pas tout ce qui est commentaires négatifs, il n'y a pas toutes les bad news, etc., qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. L'objectif de la plateforme, c'est vraiment de rester sur un univers sain, où on vient s'inspirer, on vient chercher de bonnes choses pour rester sur cet univers positif. Et ils ont poussé la chose avec l'IA, où justement, tu peux choisir et déterminer si tu prends un produit make-up en fonction de ta teinte de peau, avoir justement des mannequins qui sont exactement sur la même teinture de peau que toi. Pareil au niveau de la corpulence. Là-dessus, ils ont fait des choses où tu peux vraiment manager ça et identifier sur quel type de corpulence la personne est, pour d'ailleurs vraiment avoir cette chose, cette inclusivité au niveau de la plateforme, pour justement avoir un feed qui est vraiment personnalisé. Et ça, ils ont poussé ça avec l'IA sur les 6 derniers mois à peu près. Ça a été développé à fond aux US et ça arrive petit à petit en France. C'est des choses qui arrivent petit à petit et c'est totalement automatique dans le feed. Donc il y a une réelle volonté de la plateforme d'avoir des événements qui sont ultra personnalisés en fonction des utilisateurs. Et ça, c'est amené à être amplifié dans les mois à venir. Ok. Et en tant qu'annonceur, comment tu vas t'adapter à ça? Tu continues ta stratégie comme tu Là-dessus, le c'est fais? assez automatique, mais c'est surtout au niveau des épingles organiques où il y a quand même des changements. Typiquement, les marques qui peuvent avoir des produits. En fait, Pinterest, l'IA de Pinterest arrive clairement à identifier une personne qui peut avoir une grosse corpulence, etc., pour avoir des produits vraiment spécifiques. Donc là-dessus, sur les épingles organiques, il y a des épingles, nous, du jour au lendemain, où on a des produits justement de cette gamme-là qui se sont mis à surperformer vraiment du jour au lendemain. Donc là-dessus, c'est de la recherche visuelle. Encore une fois, c'est de l'auto-placement. Tu peux pas dire à Pinterest, enfin, ce serait de la discrimination de faire ça, mais du coup, c'est de l'auto-placement qui est fait par l'IA et ça fonctionne bien. Après, tu peux pas forcément avoir la main mise en tant qu'annonceur, mais c'est bon à savoir parce que avant, il y avait des marques justement qui essayaient de pas trop pousser ce type de contenu qui performait moins. Et là, c'est plus du tout le cas. C'est même l'inverse. C'est des contenus qui sont très peu présents sur la plateforme et les seuls qu'il y a, ils perfent super bien en organique et du coup en ads également. Pour ces marques qui ont cette possibilité-là. Donc dans la beauté et la mode principalement. Ok, donc de jouer sur l'inclusivité. Parce que moi, je comprends bien ce que tu... Exact, Ok, d'accord. Ok, et c'est donc ça. diversifier à ce niveau-là. Ok. Moi, j'ai plus trop de questions sur la créa. Par contre, j'en avais d'autres sur la partie plutôt algorithmique. C'est que tu parlais de phase d'apprentissage tout à l'heure. Moi, ce que j'avais entendu, c'est que l'algorithme de Pinterest est un peu plus lent pour optimiser Exact. la diffusion des pubs, pour même s'attribuer les conversions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus là-dessus comment ça fonctionne et c'est quoi les choses qu'il faut connaître? Surtout que les fenêtres d'attribution aussi sont assez différentes de Meta. Exactement. Pour démarrer sur la phase d'apprentissage, en effet, par rapport à Meta, c'est beaucoup plus long. Ouais. Ce qui se passe, c'est que souvent, on a 5-7 jours, voire plus au démarrage, qui sont vraiment mauvais, parce que l'algo va vraiment tester différentes pages d'audience, différentes créas. Donc la première phase, si on fait un Pinterest versus Meta, sur 7 jours, Meta sera toujours meilleur. Ça, c'est Ok. indéniable. Il y a plus de data, meilleur algo Ouais. au démarrage, etc. Mais par contre, une fois qu'on a un algo chaud, donc dès qu'on la dépasse, on va vite voir ses taux de clics, ses CTR augmenter.
les CPA baissés, retour sur investissement augmenté, etc. Ça se passe souvent sur la fin de la première semaine. Mais quand on a un compte froid avec zéro data, etc., ça met du temps. Et il y a beaucoup d'annonceurs qui s'arrêtent au bout de 5 jours, alors qu'ils sont juste en pleine phase d'apprentissage. Et c'est totalement naturel d'avoir des résultats revus à la baisse au démarrage, puisque l'algo est taillé comme ça et il met plus de temps. Est-ce qu'il y a une recommandation Excuse-moi de t'interrompre, est-ce qu'il y a une recommandation en termes de conversion à avoir par semaine pour sortir de cette phase ou pour avoir Non, en fait, c'est pas tellement une question de volume, c'est plus une question de temps. Nous, on s'est amusé à vraiment tester. On a testé 5, 10, 20 et plusieurs centaines d'euros par jour au démarrage. Et on a remarqué que finalement, c'est pas tellement une question de budget. Certes, il y a une amélioration, on va pas se cacher, entre 20 euros et 200 euros par jour. Tu iras quand même légèrement plus vite avec 200 euros par jour. Mais le gap est pas si important. Du coup, on préfère, nous, démarrer avec nos clients sur des petits budgets. Tout dépend de la taille de la marque, mais on a même des clients sur la partie formation qui démarrent à 5 euros par jour. Il n'y a pas de souci. Il faut juste la passer, cette phase-là, et c'est plus une question de temps. Mais c'est super important parce qu'il y a trop de personnes qui lancent à 100 euros par jour, ça va tout bout de 3 jours, Pinterest ça marche pas. Sachant que les personnes sont aussi en phase d'inspiration, donc les personnes s'inspirent, autant elle va revenir dans 3 jours et là il faut la recibler pour qu'elles convertissent. Donc ça c'est très important à connaître. Donc ce que je recommande, c'est souvent démarrer sur des budgets où on est prêt justement à dépenser 10 jours sans trop de soucis. Donc tout dépend de la taille de la marque, etc. Donc même des grosses marques, ça nous est arrivé de démarrer sur du 50, 70 euros par jour, juste pour être sûr de passer cette phase-là sans trop de soucis, où on sait que les performances vont pas être excellentes, mais c'est totalement naturel et on va commencer à aller chercher les premières datas au niveau des créas, trouver les angles qui marchent bien. Donc on est là-dessus. Au niveau de la phase d'apprentissage, également, du coup, l'algo est plus sensible au changement de budget. En termes de scaling, de passer une campagne de 50 à 100 euros par jour, sur Meta, peut-être on a plus de facilité sur Meta. Sur Pinterest, si on fait ça, les perfs elles chutent, limite on repart à zéro, quoi. C'est super important de faire un scaling qui est beaucoup plus lentement et plus avec de la duplication finalement. On voit des créas qui marchent bien, on va scaler avec de la duplication, aller chercher de nouvelles créas, de nouveaux angles marketing, nouveaux mots-clés, nouveaux ciblages, pour justement varier et avancer par escalier, stratégie de duplication escalier. On est vraiment là-dessus. Et les attributions, tu vois, tu parlais du fait que évidemment tu vois une épingle, tu vas pas acheter tout de suite. Genre admettons que tu lances ta campagne, après combien de jours tu peux vraiment jouer ces perfs? Après 7 jours, 14 jours, peut-être même plus? Au niveau de l'attribution ou du scaling? De l'attribution, excuse-moi, l'attribution. Tu la joues sur 7 jours ou moins ou plus? Ah, ok. Au niveau de la campagne, ouais, c'est vraiment plus une approche à la semaine sur Pinterest. Donc, on est vraiment là-dessus. Et après, tout dépend aussi du panier moyen. Une marque de luxe aura un cycle d'achat qui est souvent un peu plus long. Du coup, on étale un peu plus. Mais en moyenne, on est à peu près sur 7 jours. Le 1 jour, il est un peu court pour Pinterest, dans le sens où on est sur de l'inspiration. Et du coup, les personnes s'inspirent et souvent, il y a besoin un peu de temps. Donc, en termes de fenêtre de conversion, on peut manager ça. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder les gaps en termes de fenêtre de conversion. Donc, on peut manager entre les conversions de clics, d'engagement et de vues. Donc, on a les fameux paramètres de conversion en haut à droite du dashboard et on peut manager. Donc, est-ce qu'on veut un 7 jours vu, 1 jour vu, 30 jours vu? Mais globalement, on est entre 1 jour et 7 jours. Le but, c'est de regarder ce delta-là. Et sur les paniers moyens plus importants, ou si on fait que du Pinterest, on est sur du 30 jours directement. Mais globalement, il faut faire attention à cette attribution. Des fois, Pinterest a tendance à surattribuer sur les fenêtres de conversion trop larges. Donc, le but, c'est de varier sur des fenêtres de conversion à 7 jours, à 1 jour, voir les gaps. Mais globalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand même, le cycle d'achat est un peu plus long sur Pinterest. Et il se passe aussi qu'on a un premier touchpoint sur Pinterest, la personne aussi convertit sur Google et l'attribution ne se fait pas sur Pinterest, dans le sens où beaucoup de personnes sortent du navigateur de Pinterest, ça il faut le savoir, parce que le navigateur de Pinterest natif est pas forcément très bon et la personne préfère aller sur Google Chrome ou Safari. Et même moi, quand je scrolle Pinterest, etc., j'aime pas trop, dès que je veux passer plus loin, ajouter au panier, passer sur une étape d'achat, je marque toujours ouvrir dans Chrome et derrière je fais ma navigation sur un navigateur qui est vraiment taillé pour qui est vraiment top, quoi. Alors que Pinterest, le navigateur natif est moins performant que Meta, moins bien intégré, on va dire. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se barrent et vu que ces personnes-là partent, en termes de tracking, ça nous pose pas mal de problèmes aussi. Ah ok, ça pose des problèmes. Ok, intéressant. Mais toi, l'attribution de base, vous regardez sur 7 jours clics, 7 jours vus en moyenne? Ça dépend. En fait, ça dépend vraiment des cycles d'achat.
Si Oui, tu es ok. dans la thématique de la beauté, cycle d'achat court, ouais, on est là-dessus, voire du un jour vu si jamais on est vraiment sur une marque où c'est de l'achat instantané. A Oui. contrario, si on est sur un achat avec un peu de réflexion, on est sur du 7 jours vus à peu près. Et sur du high ticket, vraiment, ou si une marque a que du Pinterest, on est sur du 30 jours vus. Enfin, on peut se permettre de rester plus large. D'accord. Et tu parlais de vue, mais c'est aussi que tu inclus également clic, parce que c'est vue et Clic, clic. ouais, bien sûr. Ok, Et après, tu peux d'accord. manager, tu peux dire, tu peux bien gérer ça, c'est assez facile. On peut déterminer du 30 jours clic et un jour vu, typiquement. Et Ouais, tous c'est ces ça. paramètres de conversion qui sont possibles. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. C'est que, enfin, pour reprendre ta réponse, c'est que ça dépend vraiment du cycle d'achat. Et tu peux te retrouver sur une marque, tu vas regarder un jour clic, un jour vu, ou 7 jours clic, un jour vu. Alors que sur Meta, on a souvent tendance à regarder par défaut le 7 jours clic, un jour vu. Un Et jour que, vu, ouais. ok, d'accord. Et ce que tu disais, c'est que tu as peut-être un petit problème au niveau tracking parce que tu as des gens qui quittent Pinterest pour aller sur un navigateur où ils se sentent plus à l'aise. Et du coup, ça, niveau tracking, Pinterest récupère pas l'info. Je suis un peu désolé. Non, c'est assez compliqué. Vraiment, il y a une déperdition là-dessus. Et nous, on l'a vu en test, on a des boutiques en parallèle qu'on lance avec du full Pinterest. Et on arrive quand même à se retrouver avec des conversions de Google alors qu'il n'y a pas de Google Ads, etc. C'est juste que les personnes tapent le mot-clé directement ou le mot-clé de marque directement sur Google. Et Ouais, Pinterest, même dans le dashboard Shopify, ne l'affiche pas. Donc là-dessus, c'est une réelle problématique que la plateforme a. Côté attribution, et même en mettant des UTM, etc., ils sautent du coup. Donc assez compliqué de traquer certaines ok, conversions. ouais. Mais la plupart remontent quand même sur ces fenêtres d'attribution. Le but, c'est justement après, chaque marque est Ok. différente, du coup, on s'adapte à chaque fois. Et justement, j'en profite pour te poser les questions sur le tracking. C'est quoi pour vous les enjeux en termes de tracking sur Pinterest? Chez Meta, c'est principalement le tracking server-side, où on sait que Exactement. ça peut vraiment bypasser tous C'est les problèmes du navigateur. c'est exactement la même chose, passer sur server-side obligatoirement. euh, Par rapport au changement qu'il y a sur 2024. C'est principalement cette partie-là, et en interne, il y a un vrai enjeu justement de travailler ce navigateur de la plateforme qui est pas encore au niveau de Meta, et trop de personnes justement partent, ce qui donne du trafficking trop difficile ou une surattribution de Google. Après, c'est le cas aussi de Meta, hein. Sur Google Analytics, les Ouais, conversions ne remontent pas, enfin, il y a une petite ouais, partie ça qui remonte pas remonte. bien. Ouais. Ça remonte On pas a la bien, même ouais. problématique sur sur Ouais, Pinterest, pardon. sur Pinterest, ok. Ouais, non, c'est obligé de piloter quand même avec les données plateforme et avoir un très bon tracking sur enfin, le server-side qui Mm. permet d'avoir des bonnes données plateforme. Et puis après, regarder tes stats au global avec un outil tierce. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait en tout cas pour ceux où on gère plusieurs plateformes, dont Pinterest. C'est ça. Mm. Ok. Et j'avais une autre question sur l'intelligence artificielle, donc sur Meta, que ce soit du point de vue algorithmique ou même du point de vue créa, ben, voilà, ils sont à fond là-dessus. Est-ce que sur Pinterest, il y a des choses qui arrivent en termes d'IA et qui permettent en fait, de faciliter le travail de gestion des campagnes, de gestion des budgets ou même de création publicitaire? Sur la partie gestion des budgets et création des campagnes, pas à ma connaissance. Le truc, c'est que là-dessus, Meta a vraiment beaucoup d'avance. Parce qu'en termes de nombre d'annonceurs, si on fait un Pinterest versus Meta, sur Pinterest, il y a beaucoup moins d'annonceurs, donc c'est des enjeux moins importants pour les solutions d'IA qui proposent ça. Sur Pinterest, il n'y a pas encore grand-chose sur cette partie-là, pilotage, et il y a moins de personnes qui maîtrisent l'algo aussi, et il y a moins de données de manière générale. Même nous, hein, enfin, on se forme aux US, etc., mais même en balayant tout le marché, etc., le truc, c'est qu'il y a beaucoup de test and learn parce que juste, il n'y a pas cette data-là, et c'est assez compliqué. Du coup, l'avancée est moins importante. Il y a l'IA qui a été bien développée sur la plateforme avec, comme j'en ai parlé juste avant, l'inclusivité, etc., et également la recherche visuelle. Donc Oui, là, c'est c'est un travail qui a été créé de base, hein, sur Pinterest, ça. pour analyser les produits et derrière les proposer aux clients, aux prospects, pardon. Donc c'est surtout là-dessus, mais après en tant qu'annonceur, il n'y a pas encore grand-chose. Ça va arriver, mais ça va pas encore trop ça, quoi. Hmm. Bah, je te donne un exemple. Meta, Advantage Plus Shopping, ça cartonne. Est-ce que sur Pinterest, il y a un truc comme ça qui va arriver, une campagne genre de semi-automatisée où tu as juste à mettre ta créa? Bah, là-dessus, après on peut dire que les campagnes shopping sont mine de rien Ouais. assez automatisées, où tu lances sur des campagnes qui sont quand même assez larges en termes de ciblage. Ok. Ouais. C'est plus ou moins ça. Après, non, globalement, on est sur un méta, mais en un peu ralenti, et comment dire, pas ralenti, mais décalé en termes de timing, quoi. On est un peu en retard, quoi. Ok, d'accord. Mais donc, ça veut dire, voilà, tu as t'as quand même pas mal de choses à faire du point de vue manuel et je voulais justement y venir, c'est sur la C'est ça. partie scaling. Et là-dessus, tu as besoin d'être un bon média buyer et de bien connaître la plateforme pour l'utiliser à ton avantage et dupliquer, enfin, pardon,
stacker les campagnes pour scaler ton compte. C'est ça. En fait, il y a plus de parts de media buying sur Pinterest que sur Meta, dans le sens où faut vraiment avoir une bonne granularité et l'algo de Meta est tellement puissant qu'il va tellement vite que sur Pinterest, c'est encore un peu plus à l'ancienne. On est plus un peu sur le Facebook de 2017 où il y a un peu plus de bidouilles. Des fois, il y a des bugs de la plateforme, etc. C'est assez courant sur Pinterest. Mais sur une plateforme plus jeune, et du coup, la part de media buying, elle est encore quand même présente. Surtout qu'on a cette dualité mots-clés centre d'intérêt qui est présente. Et du coup, ça crée quand même pas mal de choses au niveau media buying avec un gros stack de campagne qui fait un peu peur de l'extérieur souvent. Mais ça se fait bien et derrière, c'est la clé aussi pour avoir de bonnes perfs. Et il y a beaucoup d'annonceurs en fait qui suivent vraiment beaucoup les strats de Meta sur Pinterest avec des scaling qui sont souvent trop agressifs et du coup ça pas en horizontal et ça fait crasher facilement les ventes. Du coup la part de media buying est assez importante. Encore, ça va changer parce que on a le broad qui marche de mieux en mieux, mais après ça va mettre encore pas mal de mois, voire années, avant d'arriver sur un niveau de Meta. Si on y arrive un jour. Ça reste important d'être un bon technicien, un bon média buyer pour avoir des bonnes performances et bien de biduer, on va dire, sur la plateforme, si je peux utiliser ce terme-là. Et j'avais encore une ou deux dernières questions, mais tu l'as déjà un peu abordé, c'est la question du scaling. Donc là, tu as parlé du fait que pour scaler, tu ne scales pas facilement de manière verticale, mais veut plus se faire de manière horizontale. Mais souvent, moi, la contrainte, ou ce que j'entends souvent, c'est Pinterest, c'est pas un canal scalable. Donc, on va dire scalable, pour moi, c'est quand tu commences à dépenser plus de 10, 20 000 euros par mois sur la plateforme. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu considères que justement, tu peux aller très très loin avec la plateforme si tu la maîtrises bien en termes de scaling? Et si oui, comment tu t'y prends? Donc, Yes. Alors là-dessus, en fait, il y a une variable qu'on a sur Pinterest qui n'est pas présente sur Meta, c'est il n'y a pas toutes les marques qui peuvent performer sur Pinterest. Donc déjà, tout ce qui est B2B de manière générale, sauf dans la décoration, c'est assez limité. Ce qui cible de manière générale les hommes un peu trop en frontal, c'est pas l'audience de Pinterest. Donc déjà, on est un peu moins large en termes de spectre qu'un Meta. Donc du coup, en termes de scaling pour ces branches-là, c'est compliqué. Mais par contre, sur les top thématiques de Pinterest ou des thématiques qui matchent bien en termes d'audience, comme je les ai évoqués juste avant, là-dessus, il y a de la marge de manœuvre et possibilité de monter sur plus de 1 000 euros par jour sans trop de soucis. Après, il y a certains paliers qui sont difficiles à franchir. Nous, je sais que à partir de 1 500 euros par jour, ça commence à être compliqué dans le sens où, sur le marché français, parce que le truc, c'est qu'on a des CPM sur Pinterest qui sont à 1 euro, 1,50 €, 2 euros. Ouais, on va parler, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher du tout, et du coup, tu ratisses vite une grosse audience. Et de mettre plus de budget, finalement, des fois, tu touches pas forcément... t'as des coûts qui augmentent. Du coup, là-dessus, t'as un plafond de verre qu'on a actuellement à peu près là-dessus. Mais bon, ça reste quand même des budgets quand même assez conséquents, 45 000 euros par mois. Mais du coup, pour monter sur ces niveaux-là, il n'y a pas trop de soucis si on est dans les top thématiques. Après, même sur les sous-thématiques, même des comptes comme qui sont sur des thématiques pas forcément phares, si l'audience match, pour monter sur du 500 euros par jour, il n'y a pas de souci. Vraiment, là-dessus, la majorité des comptes, quand il y a un minimum de traction, pour monter sur ces niveaux-là, ça va. Et après, quand on est dans les top thématiques, on peut monter à plus. Et après, le hack, c'est vraiment de faire du scaling horizontal dans les campagnes et après se démultiplier dans les différents marchés. Sur Pinterest, il y a très peu de concurrence sur plein de marchés. Admettons, tout ce qui est pays scandinaves, Danemark, etc., c'est des marchés qui sont sous-exploités. Il y a souvent quelques millions de personnes à aller cibler là-bas. Donc, nous, on n'hésite pas à étaler notre champ d'action sur la partie ads pour faire un scaling horizontal, également en termes de pays. Et après, si on veut des volumes de dépenses plus importants, les États-Unis, c'est top. Nous, on se fait mentorer par une personne qui dépense 15 millions par mois sur Pinterest. Wow. Et ça, c'est le marché USA et australien au global qui permettent de monter sur ces niveaux-là. Parce qu'en France, monter sur des niveaux trop importants, c'est plus limité, on va dire. Mais c'est sur tous ces comptes, pas juste sur un compte. Sur tous les comptes, bien sûr. Mais bon, ça reste énorme, 500 000 euros par jour de semaine, quoi. Ouais. Là, tu parlais d'une sorte de plafond de verre à 1 500 euros par jour, si j'ai bien entendu. Ouais, c'est ça. Actuellement, on est à peu près là-dessus. On est là-dessus, mais après... Comment ? Non, je veux dire, Meta, tu peux monter sur des 10 000 euros par jour, tu as des marchés assez larges, et tu continues à toucher des nouvelles personnes et à garder tes perfs, tu as des bonnes créas. Donc, après, voilà, c'est sur les comptes, je parle plus vraiment pour les DNVB. Après, quand on est vraiment sur des grands comptes, même but, etc., c'est des budgets qui sont plus importants.
Mais bon, Ok. voilà, après, c'est des marques aussi qui ratissent plus large. Ouais. Et il y a une notion de... Là, je parle vraiment du bas de funnel. Vraiment du bas de funnel. Si on a un enjeu encore un peu plus large, on peut augmenter sur des budgets plus Pas plus importants. de trucs. Mais je pense sur la conversion, quand tu mets 1500 par jour sur une DNVB, je dis une bêtise, décoration intérieure, qui vend des sièges ballons comme Bloom, par exemple, là, peut-être que tu auras un plafond de verre. Donc, C'est ça. Après, la décoration, c'est le plus large. Donc, c'est là-dessus, on peut quand même scaler le plus. C'est les tendances. Après, le truc, c'est que la plateforme évolue encore une fois et ces plafonds peuvent évoluer de mois en mois. Donc, voilà. Après, le but, c'est de monter à cette limite haute et d'avoir un... Parce qu'après, on peut augmenter plus, mais il faut être sûr que le ROAS se suive derrière. oui. C'est vrai que je t'ai même pas posé la question, c'est tellement bête. C'est genre, c'est quoi les fourchettes de ROS que vous avez sur Pinterest, sachant que tu as des CPM à 1 ou 2 euros? Est-ce que tu as des ROS plutôt à 10, à 5, à 3? C'est variable en fonction des thématiques. On arrive bien à dépasser les 5 de ROAS assez facilement sur les top thématiques beauté, mode, déco. Okay. Et après, franchement, c'est vraiment variable. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a une marque qui a vraiment bien craqué le code sur Meta, qui arrive à être bien rentable sur Meta avec une audience qui match avec Pinterest, il n'y a pas trop de risques à se foirer sur Pinterest. Hein. Franchement, quand tu as des coûts publicitaires qui sont moins chers, globalement, ça, c'est plutôt des... Moi, je te dis, pour ceux qui ont fait du Pinterest, on a voyé parfois des ROS à 10, quoi. On était là, waouh. Oui. On ne dépensait pas des grosses, un peu des 1500, 2000 euros donc, par mois. Donc, ouais, là-dessus, ça dépend encore des secteurs et j'aime pas trop faire de promesses. Ouais, généralité, je sais. C'est variable. Mais il y a des marques qui... des fois, on s'y attend pas trop. Même Spring, de base, c'était un test. Ok, on teste, on va voir ce que ça donne. Et finalement, on arrive à avoir quand même de perfs super intéressantes, quoi. Ok, non, j'étais curieux de savoir, parce que c'est vrai que moi, si tu me demandes une fourchette moyenne de ROS sur Meta, je te dirais entre 3 et 5. Tu vois, même s'il y en a qui peuvent être à 7, d'autres qui peuvent être à 2, mais souvent, c'est un truc qui est récurrent d'avoir entre 3 et 5 et pour performer sur Meta et scaler. Et pour terminer sur le scaling, donc, si je comprends bien, les méthodes, on va dire, phares, c'est de scaler de manière horizontale et d'ajouter des campagnes dans lesquelles tu vas soit tester des angles créatifs, soit des nouveaux formats ou des nouvelles audiences. Exactement. Le scaling que vous faites, oui, aussi l'international. Ouais, c'est surtout ça. C'est de l'horizontal de manière générale. Et non, globalement, tu as résumé ça aussi avec de l'exclusion de tranches d'âge aussi. En fait, au plus on va pouvoir créer de la différenciation entre les campagnes, au mieux c'est. Donc, c'est dire que tu fais des campagnes par tranche d'âge, j'ai pas bien compris. Admettons, tu veux dupliquer une campagne A qui performe bien. Au moment de la dupliquer et de passer à la campagne B, il faut surtout pas que les audiences se chevauchent. Du coup, tu vas t'assurer de changer des variables de ciblage, variables de créa, variables d'angle marketing et variables d'âge. Ça fonctionne également. Si tu vois que tu as des tranches qui marchent pas et que le spend est mal réparti, c'est bien de directement enlever ces tranches d'âge là. Donc c'est une variable en plus. Après, faut pas faire que ça, mais c'est un élément intéressant à utiliser. Mais là, tu as parlé de chevauchement d'audience. Admettons que tu as une campagne qui fonctionne bien. Tu veux la dupliquer et garder les mêmes audiences, mais juste changer les angles créatifs. Là, c'est pas un problème. Ou c'est un problème? Non, là, c'est bon. Ouais, en fait, il faut juste pas être en confrontation frontale avec les mêmes créas, le même ciblage, les mêmes mots-clés. Super important de pas dupliquer aussi avec les mêmes mots-clés, parce que là, c'est vraiment le coup à repasser à zéro en termes de perf. Donc, c'est vraiment un scaling qui se fait en évitant justement ce chevauchement-là. C'est le point important. Sinon, en fait, il va pas avoir des périoditions sur une échelle de 2 semaines, de 3 semaines. Mais par contre, à la longue, les campagnes s'épuisent tellement vite si on chevauche. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord. Ok, je comprends. Ok. Bah, écoute, moi, c'est terminé pour moi sur la partie scaling. Pour conclure, est-ce que tu peux peut-être me donner quelques clés de succès pour Pinterest selon toi sur cette année et pour un annonceur dans l'e-commerce? Ouais, en termes de clés principales, c'est de 1, vraiment un peu cerner cette phase d'apprentissage, pas couper au bout de 3 à 4 jours comme le font la majorité des marques parce qu'elles n'ont pas cerné cette phase d'apprentissage. Travailler la partie créative et tester, itérer différents formats en partant sur des formats qui sont validés sur Meta si vous avez cette data-là. Et surtout, vraiment itérer là-dessus parce que sur Pinterest, comme j'ai dit, il n'y a pas de copywriting, il n'y a pas de texte. On est vraiment sur de la pure créa inspirationnelle, etc. Donc pas hésiter également à tester des formats style publicité qui ne ressemblent pas à des publicités. Là-dessus, on a énormément de performance. Et être assez créatif, parce que mine de rien, si on arrive à être créatif sur Pinterest,
ben derrière, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et vu qu'on a des coûts publicitaires qui sont très bas, Mm. ça couplé à des coûts publicitaires bas, il y a moyen d'avoir de très gros retours sur investissement. Ouais, mais comme tu dis, ça reste très visuel, donc tu peux faire des belles choses quand même. Mais je retiens aussi ce que tu disais, c'est que un point de départ intéressant pour les e-commerçants, c'est quand même de reprendre des formats méta qui ont bien marché et démarrer avec ça sur Pinterest, et en faisant en sorte quand même que ce soit quand même un minimum inspirationnel et qu'on puisse comprendre sur l'image qu'est-ce qu'on vend, quoi. Et le shopping aussi. Le shopping aussi, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un format quand même sur 2024 qui fonctionne très très bien, à Ouais, condition d'avoir un minimum de 30 à 50 produits. un Donc catalogue. ça, c'est important pour les catalogues exactement. Mais c'est également un format phare qui risque de surperformer sur 2024. Et nous, on le voit depuis... sur 2023, ça a été l'un des top formats qui était vraiment peu performant en 2022. Aux US, oui, mais pas en France. Et là, Ok. sur cette année, ça risque d'être vraiment l'une des campagnes qui marche le mieux en termes de ROAS pur, même Ok. si on verra en termes de scaling où est-ce que ça... jusqu'à où jusqu'où on peut monter. Ok, donc sur Meta, en tout cas, on parle beaucoup d'Advantage Plus Shopping comme la campagne pour 2024, parce qu'elle a bien marché en 2023. Donc toi, tu parles plutôt de les campagnes shopping pour 2024 et qui sont finalement assez automatisées. Écoute, c'est parfait, Luc. Où est-ce qu'on peut te retrouver, éventuellement travailler avec toi? Voilà, je te laisse la parole. Bah, du coup, j'ai une chaîne YouTube, du coup, je partage beaucoup de conseils par rapport à Pinterest. Donc, il y a différents formats, des études de cas, des tutoriels, les news de Pinterest également par saison et par thématique. Ouais, Et après, du coup, je suis disponible sur LinkedIn et également, j'ai mon site internet pin-ads.com. Donc voilà, pour me retrouver, principalement, ça se passe là-bas. donc on mettra tout ça dans les notes de l'épisode, donc pinterest.com pour te retrouver, pour bosser avec toi. Ta chaîne YouTube, est-ce qu'elle est au nom de ton agence ou à ton nom à toi? À mon nom, Luc Bermond, du coup. Bien, Luc Bermond sur YouTube. voilà. Et c'est pareil sur LinkedIn, du coup. Ok, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Bah, et franchement, je te remercie pour ce que j'appelle une masterclass en ads, parce que là, franchement, c'était hyper complet. Et bah, on se retrouve très vite. Salut à tous. Salut.